Affaire classée de Bourgogne 1975 résolue, témoins rompt le silence. Il y a des secrets que même le temps n'arrive pas à effacer. Des histoires qu'un village tout entier préfère enterrer, espérant que les années suffiront à dissoudre la vérité. Mais en Bourgogne, un témoin vient de briser 50 ans de silence, et tout ce que l'on croyait savoir sur cette affaire classée en 1975 est sur le point de s'effondrer. Si vous aimez les récits sombres, mystérieux et tirés de faits réels, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car aujourd'hui, nous replongeons ensemble dans l'un des dossiers les plus troublants que la région ait jamais connu. C'était un matin brumeux du 12 octobre 1975 lorsqu'on signala la disparition de Lucie Morel, 19 ans, dans le petit village viticole de Saint-Romain-sur-la-Doie, au cœur de la Bourgogne. Lucie, connue pour sa douceur et son sourire timide, travaillait comme serveuse au café du village. Elle n'était jamais rentrée chez elle après son service de nuit. La version officielle, répétée pendant des décennies, était simple et rassurante, une fugue. Lucie aurait quitté le village sans prévenir, laissant derrière elle une lettre d'adieu brève, écrite à la hâte, où elle disait vouloir changer de vie. Les gendarmes avaient clos l'enquête en moins d'un mois. Aucun corps. Aucun suspect. Rien, si ce n'est un village soulagé de pouvoir tourner la page. Mais l'histoire qu'on a racontée aux habitants n'était pas la vérité. Car cette fameuse lettre n'était pas de la main de Lucie. Pendant près d'un demi-siècle, ce dossier est resté enfermé dans une armoire poussiéreuse du commissariat de Beaune. Jusqu'à ce que, l'an dernier, un homme de 72 ans, rongé par la culpabilité, demande à parler à la police. Sa mémoire, qu'il croyait pouvoir enterrer, revenait le hanter chaque nuit. Il avait décidé, enfin, de révéler ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, et surtout, qui tenait réellement le stylo ce soir-là. Cet homme, c'est Émile Vasseur. Et son témoignage vient de réécrire toute l'affaire. Selon Émile, la nuit de la disparition n'a rien d'une fugue. Il affirme avoir aperçu Lucie pour la dernière fois à 23h47, quittant le café en compagnie d'un homme que personne, dans le village, ne connaissait. Un homme aux cheveux noirs, portant un long manteau beige, et parlant avec un accent qui n'était pas de la région. Jusqu'ici, cela pourrait sembler banal. Mais Émile ne s'est pas arrêté là. Sa voix tremblait lorsqu'il confia aux enquêteurs un détail que personne n'avait jamais mentionné. Il a vu cette même silhouette revenir seule 3 heures plus tard, par un chemin de vigne, les vêtements tachés, et tenant un objet qu'Émile décrivit comme un sac ou un manteau qu'il tentait de dissimuler. Il aurait pu parler à l'époque. Il aurait pu sauver la famille Morel de décennies de doutes et d'agonie. Pourtant, il s'est tu. Par peur, dit-il. Pas de l'homme, mais de quelqu'un d'autre. Quelqu'un du village. Car l'affaire ne s'arrête pas à ce mystérieux étranger. Ce que personne n'a su ou voulu dire en 1975, c'est que Lucie n'était pas partie seule ce soir-là. Elle avait eu une dispute violente plus tôt dans la journée, avec un homme influent, respecté, que beaucoup considéraient intouchable. Et cet homme avait tout intérêt à ce que l'on parle d'une fugue. Ce nom, les habitants de Saint-Romain-sur-la-Doie avaient tout fait pour l'oublier. Pendant 50 ans, il a flotté comme une ombre au-dessus des vendanges, des fêtes du village et des repas de famille où l'on évitait soigneusement le sujet. Car celui que Lucie avait affronté, quelques heures avant sa disparition, n'était autre que Jean-Baptiste Lormont, fils du maire de l'époque, héritier d'une lignée respectée de propriétaires viticoles. Un jeune homme charismatique, apprécié, toujours prêt à rendre service, c'est du moins l'image que l'on entretenait de lui publiquement. Mais derrière les murs épais des domaines viticoles, les rumeurs racontaient autre chose. Un tempérament impulsif, parfois violent, et une obsession malsaine pour Lucie. Dans les semaines précédant le drame, plusieurs clients du café avaient remarqué la présence insistante de Jean-Baptiste. Il s'installait toujours à la même table, au fond, d'où il observait Lucie travailler, sans jamais détourner le regard. Il lui offrait des cadeaux qu'elle refusait, et certains racontent qu'un soir, il aurait murmuré à un ami après avoir bu quelques verres. « Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. » Ces mots, personne ne les a jamais répétés aux enquêteurs de l'époque. Lorsque Lucie a disparu, la famille Lormont a été parmi les premières à proposer l'hypothèse de la fugue. Le maire, avec son aplomb et son autorité, avait convaincu les gendarmes qu'il s'agissait d'un caprice de jeunesse, d'un départ volontaire. On brandit cette lettre, trouvée sur le lit de Lucie, où elle disait vouloir voir Paris, quitter la monotonie du village et ne plus être un poids pour sa famille. Une écriture tremblée, irrégulière, mais personne n'osa contredire le maire. Aujourd'hui, l'analyse graphologique réalisée après la réouverture du dossier a confirmé ce que la mère de Lucie avait pressenti dès le premier jour. Cette lettre avait été forgée de toutes pièces. Lorsque les enquêteurs ont confronté Émile à ces résultats, il a baissé la tête, comme si le poids de 50 ans venait de s'abattre encore plus lourdement sur ses épaules. Il a alors raconté ce qu'il n'avait jamais avoué à personne. La nuit du 12 octobre 1975, après avoir vu l'homme au manteau beige revenir seul, Émile a aperçu Jean-Baptiste sortir du domaine familial, nerveux,
accompagné de son père. Ils ont chargé quelque chose dans le coffre de leur voiture, un objet long, enveloppé dans une couverture sombre. Puis, la voiture est partie en direction de la forêt de Nantou. 2 jours plus tard, la famille Morel recevait la fameuse lettre. Et l'affaire était close. Pendant des décennies, ce silence collectif a tenu. Ceux qui savaient, ou croyaient savoir, ont préféré oublier. L'omerta du village était plus solide que la pierre de ses caves. La famille Lormont, influente, généreuse dans ses dons pour les travaux publics, était intouchable. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Car si Émile a rompu le silence aujourd'hui, ce n'est pas par simple remords. Il affirme que, récemment, il a reçu une lettre anonyme, glissée sous sa porte. Une lettre contenant 3 phrases seulement. On sait ce que vous avez vu. Le passé revient toujours. Parlez, avant qu'il ne soit trop tard. L'écriture était élégante, presque raffinée. Aucun nom. Aucun timbre. Mais, pour Émile, il n'y avait aucun doute. Quelqu'un d'autre, quelque part à Saint-Romain-sur-la-Doie, se souvenait, lui aussi. Cette lettre n'était pas une menace. C'était un avertissement. Car à 72 ans, Émile a senti que quelqu'un voulait que la vérité éclate avant que les derniers témoins ne disparaissent et que le secret soit définitivement enterré sous les vignes. La police a donc rouvert l'enquête. Et ce qu'ils allaient découvrir, en retournant sur les lieux presque 50 ans plus tard, allait bouleverser tout ce que l'on croyait savoir. Les archives du commissariat de Beaune mentionnaient un détail passé inaperçu en 1975. 3 autres jeunes femmes de villages voisins avaient été déclarées disparues entre 1973 et 1976. Toutes âgées entre 17 et 22 ans. Toutes sans explication convaincante. Et, dans 2 de ces cas, la famille Lormont avait aidé financièrement les proches au moment des recherches. Un hasard? Peut-être. Mais les enquêteurs actuels ne croient plus aux coïncidences. Ils ont alors décidé de faire ce que personne n'avait osé faire à l'époque, retourner sur les terres du domaine Lormont et fouiller. Les fouilles ont commencé discrètement, un matin d'avril, avant l'aube, pour éviter d'attirer les curieux. Une petite équipe spécialisée en affaires non résolues est arrivée sur le domaine, accompagnée d'un anthropologue judiciaire. Le soleil se levait à peine sur les rangées de vignes lorsque les premiers coups de pelle ont brisé la terre, silencieuse depuis des décennies. Ils ne savaient pas exactement où chercher. Le domaine Lormont était vaste. Mais Émile, malgré ses souvenirs usés par le temps, avait pointé un endroit précis, une parcelle isolée derrière un ancien cabanon en pierre, qu'on disait inutilisé depuis les années 70. En 1975, cette parcelle appartenait à la famille Lormont. En 2024, elle appartenait encore à leurs héritiers. La terre était dure, compacte, comme si elle refusait de dévoiler ce qu'elle cachait. Les heures passèrent. Rien. Certains commencèrent à douter. Jusqu'à ce qu'un son différent résonne sous la pelle d'un gendarme, un bruit creux. On écarta la terre à main nue. Quelques centimètres plus bas, on distingua un fragment de bois, puis un clou rouillé. Il fallut moins de 10 minutes pour dégager ce qui semblait être une caisse en bois, enfouie verticalement. L'anthropologue demanda le silence. Le couvercle fut soulevé. À l'intérieur, enveloppés dans des draps ayant perdu leur couleur, reposaient des restes humains. Des ossements féminins. Et au milieu d'eux, un objet resta intact, presque insolent dans son état de conservation. Un petit pendentif en forme de grappe de raisin, en argent. La mère de Lucie avait décrit ce pendentif à la police en 1975. Un cadeau qu'elle lui avait fait pour ses 18 ans. Lucie avait été retrouvée. Enfin. La nouvelle secoua Saint-Romain-sur-la-Doie. Les visages se fermèrent. On ferma les volets plus tôt ce soir-là. On prétendit ne pas comprendre, ne pas avoir su. Pendant que les enquêteurs transportaient la caisse dans un silence pesant, une phrase circulait dans les ruelles pavées. Il aurait mieux valu laisser les morts en paix. Mais l'affaire ne faisait que commencer. Car si la découverte du corps de Lucie aurait pu clore le dossier, elle l'a au contraire ouvert encore davantage. L'ADN extrait de la couverture contenant les ossements appartenait à 2 individus, Lucie et un homme. Un ADN partiel, dégradé, mais utilisable. Ce profil masculin a été comparé aux bases de données nationales. Rien. Puis, la police a demandé un prélèvement volontaire à la famille Lormont. Un simple exercice de transparence, selon leurs mots. La réaction fut immédiate et révélatrice. La famille refusa. Pas un simple refus hésitant, non. Un refus catégorique, agressif, accompagné d'un avocat. Le lendemain, la presse nationale était là. Le nom Lormont repassait à la une après 50 ans de silence, mais cette fois sans le prestige qui l'accompagnait autrefois. Des journalistes affluèrent, les caméras tournèrent, et les chuchotements devinrent accusations. La petite Bourgogne tranquille était devenue le théâtre d'un scandale national.
Jean-Baptiste Lormont n'était plus vivant pour répondre. Il était décédé en 1999. Mais son père, l'ancien maire, vivait toujours. 92 ans. Et lorsqu'on l'interrogea, il répondit seulement. Certaines vérités détruisent plus que les mensonges. Une phrase étrange. Une phrase qui, plus tard, prendrait tout son sens. Pendant que l'affaire prenait de l'ampleur, Émile, lui, recevait une nouvelle lettre. Cette fois, glissée sous son essuie-glace, en plein centre du village. Une seule phrase. Vous n'auriez pas dû parler. La peur revint. Une peur presque adolescente, celle qu'il avait connue en 1975. Il commença à dormir mal, à sursauter au moindre bruit. Il pensait avoir fait ce qu'il fallait. Et pourtant, quelqu'un ne voulait toujours pas que la vérité sorte. Mais qui, après 50 ans, avait encore intérêt à protéger la famille Lormont? Un héritier? Un complice de l'époque? Ou quelqu'un qui aurait participé? La police, désormais convaincue qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé, élargit les recherches. On interrogea d'anciens employés du domaine, des élèves de la même école que Jean-Baptiste, d'anciens serveurs du café où travaillait Lucie. Certains témoignages surgirent, timides, hésitants, mais révélateurs. Un ancien ouvrier viticole, désormais installé à Lyon, avoua que dans les années 70, des fêtes privées se déroulaient régulièrement au domaine. Des fêtes nocturnes. Non officielles. Sans parents. Sans témoins extérieurs. On y voyait toujours les mêmes visages, les fils des familles influentes, des amis venus de Dijon et de Beaune, et parfois des jeunes filles du village, invitées sous prétexte d'aider au service. Lucie aurait refusé d'y aller, à plusieurs reprises. Et Jean-Baptiste n'aimait pas qu'on lui dise non. Les enquêteurs commencèrent à reconstituer la soirée du 12 octobre 1975. Ils découvrirent que ce soir-là, une fête avait effectivement eu lieu au domaine Lormont. Officiellement, il s'agissait d'un simple anniversaire entre amis. Officieusement, beaucoup de choses indiquaient que ce n'était pas un événement innocent. Une ancienne serveuse du café, Monique, aujourd'hui âgée de 84 ans, accepta de parler pour la première fois. Sa voix tremblait, non pas de faiblesse, mais de souvenirs refoulés. Ce soir-là, Jean-Baptiste voulait que Lucie vienne à la fête. Il lui a proposé de la raccompagner après son service. Elle a refusé. Il a insisté. Elle est partie fâchée. Puis Monique ajouta un détail glaçant. Elle se souvenait d'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, un homme élégant, costume beige, trop bien habillé pour un village de vignerons, assis à une table près de la sortie, observant la scène avec un léger sourire, comme s'il attendait le moment opportun pour intervenir. Ce détail confirmait le récit d'Émile. Lucie n'était pas partie seule. Pendant que les entretiens s'enchaînaient, un événement inattendu survint. Un appel anonyme fut reçu au commissariat. Une voix masculine, altérée, déclara simplement « Cherchez près de la rivière. Là où l'eau est la plus calme. » Ce n'était pas la seule. Puis la ligne coupa. Les enquêteurs crurent d'abord à un mauvais canular inspiré par les médias. Mais la formulation « ce n'était pas la seule » résonna fortement avec l'hypothèse des autres disparitions entre 1973 et 1976. Le lendemain, une zone proche de la rivière de l'Adone fut inspectée. C'était un endroit oublié, à l'écart, où la végétation avait repris ses droits. On y trouvait encore les traces d'un ancien lavoir abandonné, utilisé autrefois par les lavandières. Le sol y était instable, humide, parfait pour dissimuler ce que personne ne devait retrouver. Au bout de 2 jours de fouilles, les chiens spécialisés marquèrent un point précis. Derrière un muret effondré, enterré à moins d'1 mètre de profondeur, on découvrit un second ossement humain. Puis un troisième. Les analyses confirmèrent l'impensable. 2 autres jeunes femmes disparues à la même période que Lucie. Le dossier prenait une toute autre dimension. On ne parlait plus d'un crime isolé. On parlait d'un prédateur. Un prédateur protégé. Les médias rebaptisèrent l'affaire « Le prédateur de Bourgogne ». Un titre sensationnaliste, certes, mais qui secoua l'opinion publique. Saint-Romain-sur-la-Doie, autrefois symbole de tranquillité viticole, se retrouva au cœur d'une tempête nationale. Certains habitants refusèrent de parler aux journalistes. D'autres, au contraire, se libérèrent. Comme si, après 50 ans, les langues se déliaient enfin. Dans cette atmosphère électrique, un détail fit basculer l'enquête. Un ancien registre d'invitation, retrouvé dans le grenier de la maison familiale Lormont, appartenant à la sœur de Jean-Baptiste, décédée en 2017. Dans ce carnet, soigneusement conservé, figuraient des listes de noms des invités aux fêtes privées du domaine. Et sur 3 dates, 1973, 1975 et 1976, on retrouvait les noms de 4 hommes dont l'identité allait choquer la région, des élus locaux, un notaire réputé et le directeur du collège voisin.
Ils n'étaient pas de simples invités. Ils étaient des habitués. Tout semblait indiquer l'existence d'un cercle secret, protégé par les notables, utilisant ces fêtes comme couverture. Les jeunes filles invitées n'étaient pas triées au hasard. Elles étaient choisies, vulnérables, isolées, ou trop naïves pour comprendre. Lucie connaissait peut-être la vérité. Et elle avait peut-être tenté de s'y opposer. Pendant ce temps, Émile se sentait traqué. Il remarqua une silhouette immobile, plusieurs soirs de suite, au bout de sa rue. Toujours à la même distance. Toujours trop sombre pour distinguer un visage. Un soir, alors qu'il fermait ses volets, il aperçut un reflet métallique, comme celui d'un briquet ou d'un objet brillant. Quand il rouvrit la fenêtre quelques secondes plus tard, la silhouette avait disparu. Ce retour du passé qu'il avait hanté pendant 50 ans recommençait. Seulement, cette fois, il n'était plus jeune. Il n'avait plus la force de se défendre. La police lui proposa une protection temporaire. Il refusa. Si je dois payer pour avoir parlé, qu'il en soit ainsi. Mais au moins, Lucie aura eu sa justice. La pression médiatique força finalement le parquet à ordonner des prélèvements ADN obligatoires pour les membres masculins vivant des familles citées dans le registre. Résultat, aucune correspondance avec l'ADN masculin retrouvé dans la caisse de Lucie. Ce n'était donc pas un membre de la famille Lormont, mais quelqu'un lié à eux. Un nom ressortit alors des archives oubliées, celui de Marc Rivoire, cousin éloigné des Lormont, ayant vécu quelque temps au domaine dans les années 70. Un homme discret, cultivé, parlant plusieurs langues, toujours bien habillé, description qui correspondait précisément à l'homme au manteau beige vu avec Lucie. Marc Rivoire avait quitté la France en 1978. Destination inconnue. Retrouver la trace de Marc Rivoire n'était pas simple. À l'époque, voyager sans laisser de piste était encore possible. Pas de réseaux sociaux, pas de traçage numérique. Mais un détail attira l'attention des enquêteurs. Avant son départ, Marc avait travaillé quelques mois dans une agence d'exportation de vins de Bourgogne vers la Suisse et l'Allemagne. Une piste internationale s'ouvrait. Un mandat de recherche fut lancé, et grâce à une coopération policière, on trouva enfin un indice concret. Un homme correspondant à son identité avait vécu à Zurich entre 1983 et 1991, sous un nom légèrement modifié, Marc Rivoire. Puis, à partir de 1992, plus aucun document officiel à son nom. Disparu. Volontairement ou non, personne ne le savait. Pendant que la police tentait de localiser Marc, un autre élément ressurgit, totalement inattendu. Le fils du notaire cité dans le registre, aujourd'hui vieil homme malade, contacta les enquêteurs. Il avait entendu son père, au crépuscule de sa vie, murmurer certaines phrases, délirantes peut-être, mais qui prirent un nouveau sens à la lumière de l'enquête. Selon son témoignage, son père répétait souvent, comme si sa conscience l'étouffait. Elle n'aurait jamais dû venir ce soir-là. Personne ne devait sortir. On avait juré de ne rien dire. Lorsqu'on lui demanda si son père avait pu être impliqué, l'homme ferma les yeux longtemps avant de répondre. Je pense que c'était pire que ça. Je crois qu'il avait peur. Pas de la police, mais des autres. Ce mot, les autres, revenait souvent dans les récits. Comme s'il n'y avait pas un monstre, mais un cercle. Au village, l'atmosphère devint irrespirable. Les plus anciens baissaient les yeux. Les plus jeunes demandaient « Pourquoi personne n'a jamais parlé ?» La réponse était toujours la même. À cette époque, on ne pouvait pas. Il existait une hiérarchie invisible. Une ligne à ne jamais franchir. Les familles influentes contrôlaient tout, le travail, les récoltes, les fêtes, les dons à l'église, même les rumeurs. Lucie, jeune fille de milieu modeste, n'était qu'un pion dans un jeu qui la dépassait. Mais un nouvel élément allait faire éclater le verrou du silence. Lors du tri des archives personnelles de l'ancienne institutrice du village, décédée récemment, sa nièce tomba sur une enveloppe scellée portant la mention « À remettre à la police si l'affaire de Lucie Morel ressurgit un jour ». À l'intérieur, un carnet. Le journal intime de Lucie. Les pages, jaunies, contenaient des pensées simples, quotidiennes, jusqu'aux dernières semaines avant sa disparition, où le ton changeait. On y lisait sa peur grandissante, ses doutes, ses mots à demi effacés comme s'ils avaient été écrits en tremblant. Une page, datée du 9 octobre 1975, glaça les enquêteurs. Il me regarde encore. Il dit que je serai à lui samedi soir. Je veux dire non. Maman dit qu'il faut éviter les ennuis, qu'il faut sourire, être poli. Mais je sens qu'il y a quelque chose de dangereux derrière ses yeux. Si je disparais, ce ne sera pas une fugue. Je le jure. Cette phrase, écrite 3 jours avant la disparition de Lucie, détruisait à elle seule la version officielle de 1975. L'institutrice, sans doute par peur, n'avait jamais transmis ce journal. Mais elle n'avait pas osé le détruire non plus.
Elle avait choisi l'espoir. La réouverture du dossier prit alors un tournant judiciaire. Le parquet, désormais convaincu qu'il existait un réseau d'abus couvert par plusieurs notables, ordonna de nouvelles perquisitions. On revisita d'anciennes caves des domaines viticoles, des dépendances, des fermes abandonnées. Ce qui fut découvert dans une cave scellée depuis 1976, sous les fondations du domaine Lormont, dépassa toutes les hypothèses. La pièce était petite, rectangulaire, sans fenêtre. Au sol, des restes de bouteilles poussiéreuses, des coupes de cristal, et alignées contre le mur, 3 chaises en bois, avec des cordes encore attachées aux accoudoirs. Au centre de la pièce, une table. Dessus, un appareil photo Polaroid de l'époque. À côté, une boîte contenant des clichés. Les enquêteurs n'ont pas rendu publiques ces images. Mais ce que l'on sait, c'est qu'elles prouvaient la présence de plusieurs hommes dans cette pièce. Et de jeunes femmes terrorisées. Lucie apparaissait sur 3 d'entre elles. Les images, bien que non divulguées au public, suffirent à provoquer une onde de choc au sein des autorités. Il ne s'agissait plus seulement d'un col de Cazerouvert, mais d'un crime organisé impliquant des personnalités influentes. Le parquet lança des mandats d'arrêt contre 2 hommes encore vivants apparaissant sur les clichés, l'ancien directeur du collège et un ancien conseiller municipal. Le notaire, lui, était décédé depuis longtemps. Quant à l'ancien maire, père de Jean-Baptiste Lormont, trop âgé et souffrant de démence avancée, il fut placé sous surveillance médicale, incapable, selon les experts, de répondre de ses actes. Mais un nom manquait. Marc Rivoire. Celui qui, d'après plusieurs témoignages, recrutait les jeunes filles, gagnait leur confiance, puis les amenait au domaine. Les enquêteurs redoublèrent d'efforts pour le retrouver. C'est alors qu'un élément inattendu surgit. Un homme appela le commissariat depuis Genève. Sa voix était faible, comme s'il parlait depuis un lit d'hôpital. « Je crois que vous cherchez. Marc Rivoire. » Il marqua une longue pause. « Je suis son voisin. Il est en soins palliatifs. Il n'a plus beaucoup de temps. Si vous voulez lui parler, venez vite. » 2 enquêteurs se rendirent immédiatement en Suisse. Dans une chambre blanche, discrète, un homme amaigri, les yeux creusés par la maladie, les attendait. Marc Rivoire. On ne lui posa aucune question. Il commença à parler, comme si tout ce qu'il avait retenu pendant 50 ans cherchait enfin une issue. Sa confession dura 39 minutes. 39 minutes qui furent enregistrées, consignées, et qui constituèrent la pièce maîtresse du dossier. Marc admit avoir participé aux soirées du domaine, mais insista sur un point. « Je n'ai jamais touché ces filles. Mon rôle était d'attirer. Je les charme, j'étais payé pour ça. Vous ne comprenez pas. On ne disait jamais non à cette famille. » Il décrivit un cercle fermé, l'ordre des vendanges nocturnes, un nom qui pouvait sembler grotesque aujourd'hui, mais qui, à l'époque, reflétait leur sentiment d'impunité. Des hommes influents qui profitaient de leur pouvoir pour assouvir leurs pulsions dans le plus grand secret. Lorsque Lucie refusa l'invitation ce fameux soir, Jean-Baptiste entra dans une colère noire. Marc raconta avoir assisté à la scène dans la cave. Lucie attachée, terrorisée, suppliant qu'on la laisse partir. Il dit être parti avant que le pire ne se produise. « J'étais lâche. C'est ma seule vérité. Je n'ai rien fait pour elle. » Avant de mourir, il fournit un nom. Un seul. Celui qu'il considérait comme le véritable maître du cercle. Un homme respecté, discret, que personne n'avait jamais soupçonné. Celui que vous cherchez, c'est Henri Delmas. Henri Delmas, ancien prêtre du village, décédé en 1985, admiré de tous. Cette révélation choqua même les enquêteurs les plus endurcis. Si elle était vraie, l'affaire prenait une dimension encore plus sombre, celle d'un réseau mêlant pouvoir, religion, politique et silence complice. Pendant que la justice suisse transmettait officiellement la transcription de la confession aux autorités françaises, un événement tragique survint à Saint-Romain-sur-la-Doie. Émile Vasseur, l'homme qui avait rompu le silence, fut retrouvé mort dans sa maison. Aucune trace d'effraction. Aucun signe de lutte. Assis dans son fauteuil, comme s'il s'était simplement endormi. Dans sa main, un petit papier froissé. Les gendarmes hésitèrent avant d'ouvrir ses doigts. À l'intérieur, 3 mots seulement. « Je l'ai vu ». La mort fut déclarée naturelle, due à l'âge et au stress. Mais beaucoup, au village, n'y crurent pas. Le timing. Le message. La sensation que quelqu'un ou quelque chose veillait encore à ce que certaines vérités ne soient jamais dites entièrement. Pourtant, même la mort d'Émile ne put freiner la marche de la vérité. Un élément scientifique attendait encore, l'analyse ADN croisée, comparant toutes les preuves des différentes scènes, les objets retrouvés dans la cave et les restes exhumés. Quand les résultats arrivèrent, ils firent l'effet d'une bombe.
L'ADN masculin retrouvé sur le drap enveloppant le corps de Lucie ne correspondait pas à Marc Rivoire, ni à Jean-Baptiste Lormont, ni à aucun des hommes identifiés sur les photos. Mais il correspondait à un profil présent dans une autre base de données, un lien familial indirect. Un homme vivant, portant le même ADN mitochondrial. Un membre de la famille Lormont, mais pas l'un des héritiers connus. Un fils caché. La découverte d'un fils caché des Lormont fit passer l'affaire d'un scandale ancien à une affaire d'État. Les enquêteurs, tenus au secret, durent procéder avec une prudence quasi militaire. Toute fuite aurait pu tout faire exploser. Le profil ADN indiquait un homme né entre 1969 et 1973. Les recherches généalogiques croisées permirent de réduire la liste à 3 individus. Un seul vivait encore dans la région. Paul L., 51 ans, artisan menuisier, marié, père de 2 enfants, réputé pour être discret, sympathique, sans histoire. Personne, pas même lui, ne savait qu'il était un Lormont. Les gendarmes l'invitèrent à se présenter pour quelques vérifications administratives dans le cadre de la succession du domaine Lormont. Aucun mot sur l'ADN. Aucun mot sur Lucie. Quand on lui demanda un échantillon salivaire de routine, il accepta sans réfléchir. 3 jours plus tard, la confirmation tomba. Paul était le fils biologique de Jean-Baptiste Lormont. Le choc fut brutal. Pour lui, et pour les enquêteurs. Il fut convoqué de nouveau, cette fois dans une salle plus froide, plus nue. On lui révéla la vérité morceau par morceau, son origine, la mort de Lucie, le rôle de son père, l'existence du cercle secret. Paul refusa de croire. Puis, à mesure que les photos, les dates, les témoignages, et enfin la confession audio de Marc Rivoire lui furent présentées, sa résistance se fissura. Il s'effondra. « Je ne savais rien », répétait-il. « Si j'avais su, jamais je n'aurais porté ce nom. » On lui expliqua que son ADN n'impliquait pas qu'il ait participé au crime, mais que, légalement, il pouvait être appelé à répondre d'une partie de l'héritage occulte de son père, notamment en cas de poursuite civile. Il comprit surtout que son ADN venait de résoudre le meurtre d'une adolescente qui hantait tout le village depuis 50 ans. Avant de quitter le commissariat, il posa une dernière question, d'une voix brisée. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» La réponse fut simple. La vérité. Grâce à lui, un élément longtemps manquant fut retrouvé. Dans l'ancien atelier de son père, au fond d'un double fond caché d'une armoire qu'il conservait comme souvenir, Paul retrouva une boîte métallique rouillée. À l'intérieur, un carnet noir, et plusieurs lettres liées par une ficelle, et une mèche de cheveux bruns, soigneusement enveloppée dans un tissu jauni. Le carnet appartenait à Jean-Baptiste. Ce n'était pas un journal intime, mais un registre, avec des initiales, des dates, des symboles, les soirées. La dernière page mentionnait le nom complet de Lucie. À côté, un X entouré. La seule victime notée ainsi. Les lettres, elles, étaient adressées à un certain H.D. Henri Delmas. Elle prouvait que Delmas était non seulement au courant, mais qu'il guidait la philosophie du cercle, se présentant comme celui qui purifiait la jeunesse en lui faisant connaître la nature des hommes puissants. Des mots d'une perversion glaciale. Le dossier devint imparable. Le procès médiatique commença avant même le procès juridique. Les chaînes nationales descendirent en Bourgogne. Les journaux ressortirent des archives jaunies. Des habitants autrefois silencieux commencèrent à parler, trop tard, mais enfin. Sur les 4 principaux responsables. 2 étaient morts. Et 1 n'était inapte à être jugé. Et 1 avait confessé avant de mourir. Restaient les complices encore vivants, principalement ceux qui avaient couvert, effacé, intimidé. Des poursuites pour non-dénonciation de crimes, destruction de preuves et complicité morale furent engagées. Ce ne serait pas la justice complète, mais au moins ce ne serait plus le silence. Lorsque la nouvelle fut officiellement annoncée, les cloches de l'église du village sonnèrent. Non pas pour une fête, mais parce que le maire en exercice estima que l'on devait marquer la fin d'un mensonge collectif. Sur la place, un mémorial improvisé prit forme autour d'une photo noire et blanc de Lucie. Bougies, fleurs, mots écrits à la main. Parmi eux, un billet anonyme. « Pardon. Nous savions. Nous n'avons pas parlé. » Ce soir-là, toute la Bourgogne sembla retenir son souffle. La cérémonie officielle eut lieu un dimanche matin. Paul, malgré la honte et la douleur, demanda la permission de lire un texte. Il tremblait, sa voix se brisait, mais il continua jusqu'au bout. « Je ne suis pas responsable des actes de mon père. Mais je suis responsable de ce que je fais de la vérité aujourd'hui. Alors je veux dire ceci, à Lucie, à sa famille, et à toutes celles qu'on n'a pas écoutées, je vous demande pardon. » Au premier rang,
Claire, la sœur de Lucie, aujourd'hui âgée, hocha la tête, en larmes. Ce fut la première pierre, fragile mais essentielle, d'une reconstruction. On aurait pu croire l'histoire close. Mais une zone d'ombre subsistait. Au fond du carnet, un symbole apparaissait 9 fois, un cercle entourant une grappe de raisin stylisée. 9. Or, 8 victimes identifiées. Qui était la 9e? Une enquête parallèle fut ouverte. Elle continue encore aujourd'hui, dans le plus grand secret. Car tant qu'on ne saura pas qui était la 9e, une partie des ténèbres de Bourgogne 1975 restera vivante. Les mois suivants furent marqués par une succession d'événements qui firent de elle, affaire de Bourgogne 1975, un symbole national. Dans les écoles, on évoquait désormais le silence complice. Dans les médias, on parlait de la loi Lucie, un projet visant à protéger les lanceurs d'alerte et les victimes de notables. Mais malgré cette apparente avancée, ceux qui avaient côtoyé de près l'affaire savaient qu'elle n'était pas totalement terminée. Car la 9e marque dans le carnet, ce talot de raisin encerclé, pesait toujours sur l'enquête. Un soir d'automne, alors que les feuilles roussies recouvraient les routes sinueuses des vignobles, la capitaine Marianne Delval reçut un appel d'un numéro masqué. La voix au bout du fil était rauque, fragile, presque effacée par le temps. « Je sais qui était la 9e. » Avant que Marianne ne puisse répondre, la personne ajouta « Je veux parler, mais pas ici. Il y a encore des gens qui préfèrent que tout reste enfoui. » Le rendez-vous fut fixé dans un ancien relais postal transformé en café, à la sortie d'un village voisin. La capitaine s'y rendit sans gyrophare, en civil, et s'assit près de la fenêtre. Une femme entra, vêtue d'un manteau beige, le visage dissimulé sous un foulard. Elle s'assit. Ses mains tremblaient. Je n'avais jamais l'intention de parler. J'ai tout essayé pour oublier. J'ai changé de nom, d'adresse, de vie. Mais... Elle inspira, ferma un instant les yeux. Quand j'ai vu le visage de cette jeune fille à la télévision, Lucie, j'ai su que le passé me rattrapait. Elle déclina une fausse identité. Puis, doucement, livra son histoire. Elle était venue travailler comme jeune fille au pair à l'été 1974 chez les Lormont. À l'époque, elle avait 17 ans. Ce qu'elle avait vu lors d'une soirée du domaine l'avait traumatisée. Des hommes riches, ivres, convaincus que leur statut les plaçait au-dessus de toute morale. Elle avait tenté de fuir. Henri Delma lui avait laissé la vie sauve à une seule condition, qu'elle quitte le pays et ne reparaisse jamais. Je serais morte sans lui. Mais sa bonté était un marché. Il a exigé mon silence. Elle éclata en sanglots. Je suis la 9e. Marianne l'écouta longuement. La femme confirma plusieurs détails du carnet, mais en révéla un que personne n'avait encore soupçonné. Le cercle ne s'était pas arrêté en 1975. Il avait repris secrètement au début des années 80, avant de s'éteindre définitivement lorsque Delma avait perdu toute influence publique. Et parmi les participants des dernières années, figurait un nom inattendu, presque tabou à prononcer. Celui d'un homme devenu élu local, aujourd'hui respecté, défenseur des victimes et partisan de la vérité. L'affaire venait de se doter d'une queue de comète explosive. Marianne quitta le café la gorge serrée. La femme ne demanda ni protection, ni argent. Seulement ceci. Faites en sorte que personne n'oublie que le silence peut tuer. Puis elle disparut dans la nuit, comme une ombre qui n'avait jamais existé. Les semaines suivantes, Marianne vérifia les informations, recoupa les dates, recolla les identités. Tout concordait. La 9e victime n'avait pas laissé de traces dans les archives parce qu'elle n'avait pas voulu qu'on la retrouve, parce qu'elle avait survécu. Et dans l'esprit tordu des membres du cercle, une survivante n'était pas une victime accomplie. Ils ne l'avaient jamais marquée. D'où l'absence de traces. D'où le symbole différent. Le cercle entourant la grappe de raisin n'indiquait pas une victime, mais quelqu'un qui avait échappé. Une réunion d'urgence eut lieu au parquet. La question était simple, mais lourde de conséquences. Fallait-il ouvrir un second volet de l'enquête publique, au risque d'un nouveau séisme médiatique, ou fallait-il clore définitivement le dossier pour préserver la paix retrouvée dans la région? Les arguments déchirèrent la salle. Certains plaidaient qu'il ne fallait pas replonger les familles dans la honte. D'autres affirmaient qu'une justice partielle était une injustice. Marianne, elle, ne dit rien. Mais dans son sac, le carnet de Jean-Baptiste pesait comme du plomb. Un matin de décembre, alors que la brume enveloppait les rangées de vignes nues, un petit groupe se rassembla au cimetière. La pierre tombale de Lucie avait été restaurée. Son nom brillait doré à la lumière pâle du soleil d'hiver. Paul s'avança, accompagné de Claire. Marianne se tenait à distance respectueuse, témoin silencieux. Paul déposa sur la tombe un pendentif. Une petite grappe de raisin en argent. Pour que ton histoire ne soit plus jamais déformée, ni oubliée.
Claire lui prit la main. Aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui ont réparé. Le vent sembla emporter ces mots au-delà des collines, là où les secrets de la terre finissent par remonter. La caméra aurait pu s'éteindre là, sur une note d'apaisement. Mais le récit avait une dernière image à offrir. Dans un bureau sombre, l'élu local dont le nom avait été murmuré par la 9e survivante reçut une enveloppe anonyme. À l'intérieur, un seul objet, une photo Polaroid en noir et blanc datant de 1974. Au dos, quelques mots, écrits d'une main féminine. « Je n'ai plus peur de vous ». L'homme pâlit. Puis il brûla la photo dans une corbeille en métal. Sans remarquer la caméra de surveillance, discrète, qui venait d'enregistrer la scène. La vérité, parfois, ne s'arrête pas à la justice. Elle veille.